Bonjour à tous, on se retrouve pour cette seconde vidéo consacrée au pré-traitement dans laquelle après une première partie consacrée à quelques rappels généraux sur le pré-traitement, on va se lancer véritablement maintenant dans le vif du sujet, à savoir obtenir une image en sortie d'empilement qui soit la plus propre possible. Je précise également que pour des raisons pratiques, cette vidéo est chapitrée, donc toutes les grandes étapes du pré-traitement qu'on va voir, vous pouvez retrouver les chapitres correspondants en dessous dans la barre de temps de la vidéo. Ça permet de mieux vous repérer d'une part, et puis d'aller directement à la section qui vous intéresse si vous avez envie de sauter certaines étapes. Allez, c'est parti. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer à proprement parler au pré-traitement. Je vais charger mes process icons de pré-traitement. Alors j'en ai fait là spécialement pour le tuto en les refaisant un petit peu au propre. Je les mettrai à disposition sur le site et je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez charger ces process icônes, en sachant encore une fois que là on va pas faire de débayerisation et que c'est pour le traitement, ça a été réglé pour le traitement d'une CCD et pas d'une CMOS. Si vous avez une caméra CMOS couleur, bon, c'est peut-être pas la peine de les... Vous pouvez les télécharger, mais il faudra les personnaliser un petit peu pour avoir quelque chose qui soit adapté à votre setup. Alors, comment ça se présente, cette calibration? On va suivre plusieurs étapes. C'est un petit peu toujours les mêmes, même s'il y en a certaines que vous allez le voir sont optionnelles. En tout cas, une qui n'est pas optionnelle, mais c'est la base, c'est vraiment la calibration des images. Et pour calibrer correctement nos images, on va avoir besoin de bons fichiers de calibration. Alors, ça passe par la création de master bias, de master dark et de master flat. Et ensuite, avec ces trois fichiers de calibration, on pourra calibrer correctement nos images brutes, réalisées sur l'objet, avant d'appliquer toute une série de traitements pour retirer les halos, pour retirer les points chauds, pour aligner les images entre elles, et pour les empiler, pour avoir une image en sortie de pré-traitement qui sera exploitable au traitement. Alors, je vais passer assez rapidement sur la première étape, notamment pour la création des master bias et des master dark, d'une part parce que ce genre de fichiers vraiment de master, de calibration, vous allez normalement les faire une fois. Et ça va vous servir ensuite pour toutes les images que vous traiterez avec la même caméra et à la même température. Moi, par exemple, comme je disais, je traite avec je fais toujours mes acquisitions avec que ce soit l'une ou l'autre de mes caméras à moins 20 degrés. Donc, j'ai des bias à moins 20 degrés et j'ai une série de dark pour les différents temps de pause à moins 20 degrés. Mais du coup, j'ai pas besoin de les refaire à chaque nouvelle image. J'utilise toujours les mêmes fichiers de calibration. Alors, petite précision, j'utilise toujours oui et non. C'est-à-dire que cette année, par exemple, je les ai refaits parce que là, je les avais faits il y a 2 ans. Et en 2 ans, alors je sais pas pour les CMOS actuels, est-ce que ça bouge beaucoup, mais en tout cas pour les CCD, ça peut un petit peu bouger. Donc, c'est pas inutile de les refaire, alors peut-être pas tous les 6 mois ou tous les ans, mais moi voilà, tous les 2 ans, et en comparant mes fichiers de calibration, j'ai vu quand même que ça avait un petit peu bougé, c'était pas exactement les mêmes. Donc ça peut avoir un intérêt de les refaire quand même si vous restez avec une caméra suffisamment plusieurs années consécutives, vous pouvez les refaire tous les ans ou tous les 2 ans. L'autre raison pour laquelle je vais y passer peu de temps, c'est que c'est décrit très en détail sur le site. Voilà. Mais comme en général on les fait qu'une fois, voilà, ça vaut pas le coup d'y passer des heures sur ces fichiers-là. En tout cas, que ce soit pour les master bias ou les master dark, c'est un petit peu la même logique. On va utiliser le process image intégration. Et je vais venir chercher là pour l'exemple des master bias. Alors je vais les prendre en bin 2, peu importe, hein, mais c'est pour que le process se fasse un petit peu plus vite. Et là, on va chercher à intégrer toutes nos images en rejetant le moins de pixels possible. J'allais dire, on va prendre des valeurs de sigma ici dans pixel rejection. Si vous savez pas, c'est le sigma, ça va correspondre à l'écart type entre des valeurs. Si vous avez des valeurs qui sont différentes de 1 ou 2 ou 3 sigma, on va considérer que c'est
des valeurs normales. Si ça s'écarte de plus de 3 sigma, et mais au-delà, a fortiori 4, 5, 6 sigma, vous pouvez penser que c'est des valeurs qui sont un petit peu qui sont marginales et qui sont pas normales. Donc on peut se permettre de retirer ces pixels, de les enlever, que ça soit les pixels froids ou les pixels chauds. Donc on peut monter sur des valeurs de sigma qui soient sigma low, sigma high, de 5, 6, facilement à ce stade-là. Le but c'est vraiment d'éliminer le moins de pixels marginaux possible à ces étapes. Donc quand on a rentré tous nos fichiers, eh bien on peut juste lancer le process. Ça va calculer un petit peu et ça va nous sortir plusieurs images. Voilà, donc une fois le process terminé, ça nous sort 3 images puisqu'on a coché les paramètres, on a essayé les paramètres par défaut pour le clipping des pixels noirs et des pixels chauds. Donc on va utiliser là, je reprends l'outil STF, donc Screen Transfer Function, qui va nous être utile, et on va le laisser là parce qu'il va nous être utile un petit peu tout au long du pré-traitement, pour visualiser nos images justement, qui sont là en linéaire, et qui seront toutes noires si on reste comme ça. Là j'ai bien activé le STF, je vérifie parce que voilà, c'est pas flagrant, ça reste noir. Si je mets le STF renforcé, voilà, je peux voir qu'il y a ça c'est la réjection des pixels chauds. On peut voir qu'il y a quelques traces de pixels chauds, donc des pixels qui n'ont pas été pris en compte pour l'intégration. Et sur les pixels froids, voilà, pour vraiment zoomer et aller voir, il y en a quelques-uns aussi. Ça reste très marginal au regard de l'ensemble. Si je fais un STF de mon master bias, je peux faire un STF renforcé, mais là ça c'est assez visible avec le STF normal, on retrouve cette trame assez typique des bias, surtout sur les caméras CCD. Donc on voit bien que chaque ligne a une petite fluctuation sur chacune des lignes. Il y a des zones qui sont où on voit l'électronique de la caméra joue un peu plus que d'autres. Là, c'est sur les bords et on voit que chaque ligne est vidée une par une et qu'il y a des petits écarts de valeur au niveau de la lecture sur chacune des lignes. C'est pas homogène. Mais ça tombe bien puisque toutes les images brutes qu'on a réalisées avec notre caméra, elles auront ce signal reproductible, ce pattern un petit peu de la caméra. Et donc, le but du pré-traitement, ça va être aussi de virer de l'image ces signaux parasites qui sont reproductibles. Alors là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est sauvegarder notre master bias, et faites attention de bien le sauvegarder au format XIF. Voilà. Et en 32 bits, pas vraiment d'intérêt de le sauvegarder en 64 bits à ce stade. 32 bits, c'est largement assez. Vos images, de toute façon, en général, que vous utilisez une CCD ou une CMOS, elles sont codées sur 16 bits. Ça sert à rien d'aller rajouter des temps de calcul en enregistrant des images codées sur 64 bits. Alors je vous signale qu'il existe un process dans PixInsight qui s'appelle SuperBias, qui va permettre d'affiner encore un petit peu le SuperBias en le débarrassant vraiment de tout ce qui est parasite et non reproductible. Alors c'est des extrapolations qui sont faites par le process. Vous pouvez le faire par colonne, par ligne et colonne. Là on voit que le pattern il est vraiment par colonne, donc on va l'appliquer que sur des colonnes. Et regardons ce qui se passe si je l'applique sur mon image. Ça va me sortir une image un petit peu débarrasse, un peu différente. Si je zoome vraiment dedans, on va aller voir la différence. Voilà. Bon, ça met vraiment en évidence le pattern. On va dire que ça lisse les valeurs, voilà, sur une colonne. Ça va faire un peu la moyenne ou la médiane, je sais pas la formule qui est exploitée véritablement dedans. Mais on se retrouve vraiment avec un pattern par colonne et plus comme là, pixel par pixel. C'est vraiment quelque chose qui permet d'affiner un petit peu le SuperBias. Alors, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas ? Faites l'essai. Faites l'essai. Moi, je l'utilisais un peu par défaut au départ, jusqu'à une fois où j'ai eu des problèmes de calibration en l'utilisant, que j'avais pas en utilisant le master bias. Du coup, maintenant, j'ai plus tendance à rester sur le master bias et à pas utiliser le super bias. Mais si ça fonctionne bien chez vous, ne vous privez pas de l'utiliser parce que ça réduit encore le bruit qu'on va
Ça va éviter de faire encore monter un petit peu le bruit quand on va utiliser le master bias pour calibrer l'image. Donc, si ça donne de bons résultats chez vous, faites le test. Utilisez plutôt le super bias. Gardez dans tous les cas votre master bias, parce que si pour une raison ou pour une autre lors d'un traitement, vous voyez que le super bias fait un peu la pagaille, et bien vous repasserez sur votre master bias et il n'y aura pas de souci. Alors une petite subtilité à avoir en tête, hein, si vous utilisez une caméra CMOS, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de faire un master bias. Certaines caméras, je pense notamment à l'ASI 1600, c'est pas forcément recommandé d'utiliser un master bias, il faut plutôt utiliser un dark et un master flat dark. Donc avec un flat avec le dark. Voilà, ça donne de meilleurs résultats en pratique. Donc c'est pas valable pour tous les CMOS, hein, mais pour certains modèles assez répandus comme l'ASI 1600, eh ben, faire attention, le master bias n'est pas forcément indispensable, il faut mieux recourir au master flat dark. Flat dark, c'est un master flat qui est fait avec un dark, hein, et l'offset, toujours l'offset, mais là avec le dark en plus. Donc avec des darks qui sont faits au même temps de pause que les flats. Pour ce qui est ensuite du master dark, c'est un petit peu la même logique, sauf qu'il va d'abord falloir calibrer toutes nos images de dark avec l'offset. Donc là, je vais reprendre des images de calibration en dark. Donc là, c'est des darks de 900 secondes qui sont faites en bin 2. Et je vais venir indiquer ici dans Master Bias, mon Master Bias. Voilà. Et la première étape, ça va être de calibrer les images de dark avec l'offset. Avant de les empiler, puisqu'il faut qu'on retire d'abord l'offset de chacune des images de dark. Donc là, ça va calculer un petit moment, et ça va nous sortir toutes les images de dark, moins l'offset, dans notre répertoire de fichiers dark. Donc voilà, cette étape est terminée, on a calibré nos darks unitaires, maintenant il va s'agir de tous les empiler, comme on a fait pour les... Donc là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les fichiers calibrés. Donc on va retenir que les fichiers calibrés qu'on va venir intégrer de la même manière que un petit peu que ce qu'on a fait avant pour les BIAS. Donc on est sur des paramètres par défaut qui sont très simples. Vous avez tous les paramètres recommandés, les réglages à ce niveau-là qui sont sur le site. Donc je rentre pas dedans, mais toujours l'idée c'est d'aller avoir des valeurs de sigma qui sont assez hautes pour justement pas faire trop de tri dans les pixels. Il faut pas sortir faut pas que des pixels chauds soient pas pris en compte, parce que justement c'est ça qui nous intéresse, c'est inverse. Et la même chose pour les pixels froids. Donc une fois que vous avez bien réglé tout comme vous voulez, vous empilez, intégrer vos différentes images. Alors vous pouvez avoir des petits messages ça dépend après des formats de fichiers que vous avez retenus, c'est pas forcément tant que c'est de l'info et ça attire pas votre attention sur un point critique, c'est-à-dire que c'est pas très important. On peut vérifier là quelque chose d'important, c'est de vérifier lors de la calibration. Donc vous reprenez, vous allez dans la console, la process console, et vous regardez pour chaque fichier, ici, combien de pixels il a exclu. Là, on est sur des valeurs très basses, il a exclu pour chaque image à peu près 0,022%, 0,20% des pixels. C'est tout à fait acceptable. Ça va se vérifier en ouvrant, ça c'est la réjection des pixels chauds, la réjection des pixels froids, quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Et donc on a notre dark, master dark, ici, qui est créé. Donc là, ça a l'air, on voit qu'il y a beaucoup de bruit. Alors ça, c'est une caméra CCD, c'est un capteur CAF 16200. C'est pas un capteur qui est réputé pour avoir un excellent bruit de lecture ou pour avoir peu de bruit. Donc là, on a l'impression que il y a beaucoup de pixels chauds. Il y en a, mais c'est pas grave. Et là, encore une fois, on visualise en STF. Si on met l'image en normal, on se rend compte, il y a quelques pixels chauds qui apparaissent. Et c'est pas non plus dramatique. Donc soyez pas affolés par l'aspect de votre master dark à ce niveau-là. En revanche, ce qui est important, c'est de tout de suite bien le sauvegarder. On le sauvegarde, et puis on peut indiquer aussi la température, la durée et la température pour celui-là. Voilà. Donc
900 secondes, 20 degrés. Pour moi, donc on le sauvegarde comme ça, toujours en 32 bits. Voilà, donc là on en a fini avec les Master Bias et les Master Dark, et on n'aura pas à le refaire pour toutes les images. Donc voilà, je suis passé assez vite sur ces deux-là. Maintenant on va rentrer véritablement dans le pré-traitement des données spécifiquement acquises pour l'image qu'on a réalisée. Et ça commence par la calibration des flats qui, eux, vont changer à chaque séance. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des flats et de les réutiliser, même si vous êtes aux mêmes conditions de température, même caméra, même montage, même train optique. Si vous avez entre-temps changé de filtre, alors bien sûr il faut faire un flat par filtre, parce que vos filtres ils n'ont pas tous la même, ils laissent pas tous passer la lumière pareil, ils n'ont pas les poussières situées aux mêmes endroits. Et si entre-temps vous avez démonté votre train optique, forcément vous devez refaire vos flats. Voilà. Et si vous laissez votre train optique toujours fixé pareil, vous pouvez vous permettre de ne pas refaire les flats à chaque fois, mais attention, parfois il suffit que y ait la caméra juste tourne un tout petit peu, d'un demi-degré, de choses comme ça, pour que ça vous fasse des vrais problèmes derrière lors de la calibration. Donc si vous êtes à poste fixe et que vraiment rien ne bouge, vous pouvez vous permettre de les refaire que de temps en temps. Sinon, si vous êtes en nomade ou que vous changez le cadrage, que vous tournez l'appareil, même si vous le remettez exactement dans la même position ou que vous avez l'impression de le remettre exactement dans la même position, je vous recommande de refaire les flats systématiquement. La première chose qu'on va faire, c'est calibrer les flats. Parce que pareil, sur les flats, il va falloir retirer l'offset. Alors là, pour ce tuto, j'ai pris les fichiers de cette image-là. C'est une image de NGC 5906 et 5907, je crois. C'est une image qui est en LRGB avec un petit peu de H-alpha, même s'il n'y avait pas énormément de signal H-alpha à mettre en évidence sur cette image. Les flats, il va falloir calibrer les fichiers flats, donc pour le L, pour le R, pour le G, pour le B et pour le H-alpha. Et si vous avez d'autres filtres, et ben pour les autres filtres également. Donc là, pour le tuto, je vais le faire que pour le L, ça serait un petit peu répétitif de le faire pour tous les filtres, d'autant plus que c'est absolument la même chose pour chacun des filtres, pour chacune des images. Donc on charge nos fichiers flat qu'on a réalisés, et on va aller mettre, là je fais du L, donc si on bin 1, voilà, bien important de prendre le bon master bias, hein, la bonne température et le bon binning. Si vous faites des images à des binnings différents, évidemment il faut bien faire attention de faire vos flats au binning correspondant. Vous faites typiquement la luminance en bin 1, les flats en bin 1, RGB en bin 2, flat en bin 2. Sinon ça va poser des problèmes, ou alors vous allez devoir redimensionner vos images, dans le pire des cas, si vraiment vous avez rien d'autre. Ça donne pas forcément toujours de bonnes choses. Faites attention aussi aux fichiers en sortie selon le logiciel d'acquisition que vous utilisez. Moi, je sais que sur ma caméra Atik, selon que j'utilise le logiciel Atik pour l'acquisition ou selon que j'utilise le logiciel Nina, et ben ça me sort pas mes fichiers dans le même sens. Ils sont orientés différemment. Ils sont à 180 degrés les uns par rapport aux autres. Alors attention, aussi là, moi je vous recommande de faire vos acquisitions et vos fichiers de calibration avec le même logiciel pour éviter ce problème. Au pire, c'est pas très grave, vous prenez vos fichiers, vous les retournez à 180 degrés. Mais bon, ça faut les regarder, faut vérifier que c'est bien, que ça tombe bien juste avec ça. Et puis parfois aussi, pour une raison qui m'échappe un petit peu, et ben le nombre de pixels est pas tout à fait le même. Il y a 1 pixel de différence selon tel ou tel logiciel, donc ça vous met un petit peu tout par terre. Donc recommandation, faites vos fichiers de calibration, que ce soit les bias, les dark, les flats, avec le même appareil et avec le même logiciel d'acquisition que celui que vous utilisez pour vos images brutes. Ça explique pourquoi là dans le nom de mon fichier j'ai un master bias 15 degrés, donc ça c'est la température, en bin 1, mais 180 degrés parce que il avait été fait avec le logiciel Atik, et les fichiers de flat ont été faits avec Nina. Donc il a fallu que je les inverse. Alors c'est pas très gênant, mais faut l'avoir en tête, sinon ça va vous sortir toute une série d'erreurs ensuite lors du pré-traitement. Donc on lance le process, ça va calibrer nos fichiers flat. C'est assez rapide. Donc là, petit point à noter, c'est que j'ai fait mes calibrations de flat en utilisant uniquement le bias. Parce que je m'arrange toujours pour que mes fichiers flat soient faits avec des temps de pause relativement courts.
entre maximum 1 seconde, 2 secondes. Donc en 1 seconde ou 2 secondes, il n'y a pas un y a pas un signal de dark qui a le temps vraiment de se manifester clairement. En revanche, si vous utilisez si vous êtes obligé de recourir à des temps de pause plus longs pour vos flats, notamment sur avec des filtres interférentiels SHO qui sont très très peu lumineux, et que pour une raison ou pour une autre, bah, ça vous oblige à faire des flats pendant 10 ou 20 secondes, là vous allez avoir, en plus sur vos flats, vous allez avoir du dark, du signal de dark qui va se rajouter. Donc à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est en complément de ce qu'on a vu pour le dark, avec un temps de pause identique aux images brutes sur l'objet, c'est de refaire des fichiers dark, même température, même binning, etc., au temps de pause de vos flats. Si ça dépasse 10 secondes, ou vous arrivez à des 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, là il faut refaire une série de dark de 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes selon, et les intégrer et en tenir compte lors de la calibration des flats. Donc il faudra indiquer à la fois le master bias ici et le master dark pour qu'il y ait une bonne prise en compte de ça. Là je vous renvoie sur le site si vous voulez plus d'infos là-dessus. Et ensuite, ben, c'est tout simple, on va aller intégrer nos fichiers. Je vais prendre uniquement les fichiers calibrés qui nous intéressent. Et j'ai pas grand chose à dire là sur les pixel rejection. Il y a plus de détails sur le site, mais en gros, on peut se permettre d'avoir des valeurs un petit peu plus basses ici dans la réjection parce qu'on a un signal qui est beaucoup plus important que le bruit sur les images de flat. Donc voilà, on peut se permettre de virer un peu plus de pixels chauds ou froids. C'est pas ça qui nous intéresse là. Donc ça nous a généré toujours une image de réjection pour les pixels chauds, pareil pour les pixels froids. Là, comme on était sur des valeurs plus permissives, bah, il y en a un petit peu plus, hein, on le voit que sur les master dark et les master bias, sur lesquels il fallait pas trop les virer. Et donc là, on se retrouve avec une image donc qui est en linéaire, hein, qui doit correspondre qui est à peu près située aux 2/3 de l'histogramme, où on a quelque chose qui a l'air relativement homogène. C'est pas trop brillant, c'est pas trop sombre. On peut le vérifier avec histogramme transformation. On indique ça, voilà, on est sur quelque chose qui est à peu près pile là aux 2/3, ouais, la moitié. Voilà, on est aux 2/3 de l'image, donc c'est des bons flats. Si on veut mettre en évidence les défauts, on va aller faire un petit coup de STF, et là on s'aperçoit que, ou STF renforcé, si on veut vraiment se faire mal, on a l'impression qu'on a quelque chose de très uniforme, on a une belle image bien uniforme, là, en linéaire, il se passe rien. Dès qu'on augmente un petit peu le contraste, par contre, voilà, on met bien en évidence à la fois les différences d'homogénéité d'illumination du champ, c'est-à-dire que de manière assez classique, là c'est sur une lunette avec un grand capteur, et ben c'est un petit peu plus sombre sur les bords au centre, et en plus bah, il y a pas mal de poussière. Alors il y a des poussières, heureusement là j'ai pas l'impression qu'il y ait des poussières sur le capteur, c'est plutôt sur le filtre, en fonction de la taille et de l'intensité des poussières, vous allez pouvoir déterminer s'ils sont situés plutôt vers le capteur ou plutôt sur les filtres ou plus loin, mais plus loin ça se voit quasiment pas. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre image qui a l'air uniforme, bah, en réalité elle l'est pas. Et donc il faut, ça c'est des défauts qui vont se retrouver sur l'image avec l'objet, c'est-à-dire que sur cette zone-là, sur cette zone-là, sur cette zone-là, et ben ça sera un petit peu plus sombre que le reste qui est autour. Et puis dans les coins, ça sera un petit peu plus sombre. Alors c'est pas perceptible sur une image, mais quand on va en additionner 15, 20, 50, 100, ça va finir par se voir. Donc c'est des défauts qui doivent être corrigés. Donc je vais sauver tout de suite mon master flat. Ça c'est le master flat L. Voilà, donc là, je refais pas la manip hein, pour les fichiers RGB, H-alpha, etc. C'est exactement la même chose pour les flats. Je vais le faire à part pour pas alourdir le tuto, et puis on se retrouve avec tous nos fichiers créés dans un instant. Donc là, maintenant, j'ai refait les flats hein, pour tous les filtres que j'utilise pour mon image, donc du L, RGB et le H-alpha qui est là, qui est un petit peu différent, on le voit hein, souvent avec les filtres SHO qui sont très, très restrictifs, on a des plages d'illumination qui sont un petit peu particulières, on peut avoir des bords un petit peu plus
un petit peu plus claires ou un petit peu plus sombres, et souvent voilà, des choses un peu plus contrastées sur ces filtres-là. Sachant qu'une fois qu'il est pas contrasté, on se rend pas forcément compte de la chose, hein. Faut toujours passer en STF pour bien vérifier que les fichiers flat sont bien réalisés. Donc maintenant qu'on a tous nos fichiers de calibration qui sont bons, à la fois les dark, les bias, mais aussi les flats pour chaque filtre, on va pouvoir venir calibrer nos images, filtre par filtre, avec les bons fichiers de calibration correspondants. Alors moi, sur cette image, l'image que je prends là pour ce tuto, c'est une image LRGB, alors que j'ai faite avec plusieurs sessions, sous plusieurs nuits différentes. En bin 1 pour la luminance, en bin 2 pour le RGB et le H-alpha, je crois, et donc sur plusieurs nuits d'affilée. Donc comme la caméra a un petit peu bougé entre chaque session, j'ai des flats qui sont différents pour ma session 1, ma session 2, ma session 3, etc. Donc je vais devoir calibrer mes fichiers session par session et filtre par filtre. Donc tous les L pour la session 1, tous les L pour la session 2, tous les L pour la session 3, etc. Idem pour les RGB, idem pour les H-alpha. Et c'est uniquement lorsque j'aurai calibré tous ces fichiers différents avec les bons fichiers de calibration, là c'est les flats qui changent d'un fichier à l'autre, c'est pas les bias et les dark ne changent pas, mais les flats changent. Et bien, une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir les assembler entre elles. Mais si vous avez plusieurs sessions, il faut bien le faire session par session avec les bons fichiers de calibration. Voilà, donc là je vais faire la calibration de l'image que pour la luminance. Donc je prends les fichiers de luminance, donc si c'est du 600 secondes, avec le master bias qui va bien, donc bin 1, 15 degrés, et le master dark, 600 secondes, bin 1, voilà. Et mon master flat, voilà, en L, et de la bonne session. Et je vais venir simplement maintenant appliquer le process, et ça va appliquer les bonnes soustractions, divisions qu'il faut bien avec le dark, l'offset, le flat, et ça va sortir des images unitaires. Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur mes images brutes et pré-traitées. Voilà. Donc, à gauche, j'ai mon image brute unitaire, et à droite, j'ai mon image pré-traitée. On voit, si on pousse un petit peu le STF, que les assombrissements sur les bords ont été corrigés. C'est assez propre dans l'ensemble. Et si je prends un point de l'image, par exemple celui-là, où je vois que j'ai un pixel chaud ici, je vais venir comparer. On voit qu'il y a quelques pixels chauds qui sont toujours là, avec le dark, la correction avec le dark les a pas tous enlevés, il y en a quelques-uns qui ont disparu, mais il en reste encore. Et ça tombe bien parce que c'est l'objet de la prochaine partie du pré-traitement, parce qu'on va faire une petite correction cosmétique sur ces images, avec le process cosmétique correction. On va venir récupérer toutes nos images qui sont calibrées. Voilà, donc on vient récupérer nos images, elles, calibrées. On va utiliser à la fois le master dark, donc le bon master dark, attention, pour l'aider à identifier les pixels chauds. C'est les pixels chauds en particulier qui posent problème. Les pixels froids, pas vraiment d'intérêt à ce stade-là de les activer. Vous pouvez le faire, mais bon, à tester. Et de toute façon, ça va être pris en compte par la détection automatique. On va fixer ici à 3 sigma. Tous les pixels qui s'écartent, qu'ils soient chauds ou froids, qui s'écartent de plus de 3 sigma des valeurs proches, ils vont être corrigés. Donc avant de lancer le process sur toute la série d'images, on va bien vérifier quand même que les réglages qu'on a indiqués sont bons. On ouvre une image en double-clic donc dans la liste sur une des images, et on va activer ici le mode Real Time Preview.
et on clique là sur le petit bouton. Voilà, Real Time Preview. Donc ça nous fait la prévisualisation de ce qui va se passer. On modifie tout de suite à la qualité là, maximum pour avoir un rendu vraiment fidèle à ce qui se passe. Et on va venir ici cliquer sur Select Preview pour sélectionner qu'une petite zone. Ça n'a rien de tout voir. Donc ça nous montre le preview de l'image avec les corrections qui vont être appliquées à la fois sur le dark et en autodetect. On voit bien que si on désactive le preview et qu'on l'active, avec le petit bouton qui est là, en haut à gauche, on voit que ça gomme bien tous les pixels chauds. On gomme même des petits ici qui sont. Est-ce que c'est des pixels chauds? Est-ce que c'est pas des pixels chauds? Petit doute. Mais en tout cas, voilà, on peut affiner ensuite. On voit que si on augmente le sigma, on va être un petit peu plus, permissif. Il y a des pixels chauds qui commencent à réapparaître, donc on peut les. Au contraire, si on descend trop bas, ben voilà, on va perdre de l'info parce qu'il va considérer que certains pixels sont chauds alors qu'ils ne le sont pas. À 3 sigma, c'est une valeur par défaut qui est plutôt bonne. Après, il faut affiner, image par image. On pourrait se permettre de le mettre peut-être qu'à. On voit que si on le augmente tout de suite, là, 4, 5, il y a des petits pixels chauds qui commencent à réapparaître. Si on le baisse trop, hop, ça bouffe du signal dans le fond de ciel. 3, c'est une valeur un peu classique par défaut. Mais à vous de faire vos propres réglages. L'essentiel, c'est que ça fasse bien disparaître les pixels chauds sans que ça crée des trous dans l'image. Donc ça a l'air d'être à peu près OK au niveau des réglages. On peut fermer la prévisualisation et on va lancer le process directement ici. En général, c'est assez rapide et on va voir que pour chaque image dans la console, après avoir fait le petit calcul, il va nous indiquer voilà, le nombre de pixels corrigés. Alors là, on voit qu'on est à 24 000, 29 000, ça défile un peu, depuis le 800. Ça défile un petit peu rapidement dans la console, donc vous pouvez la rouvrir après et puis aller regarder. Donc 7 000, 52 000, il y a des fortes valeurs là sur certaines images plus que d'autres. Toutes les séries n'étaient pas très homogènes en termes de qualité de ciel. Bon, ça peut vous donner des valeurs qui sont un petit peu élevées, donc c'est relativisé au regard du nombre de pixels de votre capteur. Là, si je suis sur un capteur qui a, je sais plus exactement, mais environ 12 millions de pixels, s'il corrige 10 000, 20 000 pixels, au final, ça représente qu'une petite partie des pixels total du capteur. Voilà, donc on a fait notre petite correction cosmétique. Alors vous pouvez, je ne l'ai pas précisé, mais ici vous pouvez régler le format de fichier, pas le format de fichier, mais l'extension que ça va donner à vos fichiers en sortie. Donc là, moi c'est CC, correction cosmétique. Et vous choisissez un peu ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous ne mélangiez pas après entre les différents fichiers qui sont sortis. On en a fini avec la correction cosmétique, donc on va passer à une étape qui est un petit peu plus... qui peut poser un petit peu plus de problèmes en général, mais qui au final peut se régler assez simplement. C'est la correction des gradients. Alors la correction des gradients, ça mérite qu'on en dise un petit mot parce que on pourrait avoir tendance à se dire qu'on va empiler, on va d'abord pré-traiter toutes nos images, les empiler, et puis faire du retrait de gradient une fois l'image empilée. Alors ça c'est c'est aussi l'intérêt de faire un pré-traitement manuel, c'est qu'on va vraiment pouvoir agir finement sur le retrait de gradient sur chacune des images brutes avant de les empiler. Pourquoi s'occuper des gradients avant d'empiler les images? C'est que vous allez poser sur un objet plusieurs heures. Admettons qu'il y ait de la pollution lumineuse ou la lune dans le ciel. La lune va bouger dans le ciel, le capteur, la position de l'objet va bouger par rapport à la pollution lumineuse. Donc vous allez avoir des gradients qui vont pas être fixes entre la première image et la dernière image, et vont bouger également. Si vous empilez toutes vos images, vous allez cumuler tous ces gradients, et vous allez avoir un gradient très complexe au final à retirer. Si vous vous occupez de retirer le gradient sur chacune des images, vous allez pouvoir le modéliser beaucoup plus simplement, le traiter image par image, et ensuite, s'il reste un résidu de gradient au final sur l'image empilée, on pourra le retirer plus simplement que si c'est un gradient complexe qui est le résultat d'une multitude d'additions de gradients différents. Et ça donne en général d'assez bons résultats de s'occuper des gradients sur les images unitaires par rapport à les retirer une fois l'image empilée.
Alors vous avez plusieurs process qui existent sous Unity Site pour retirer les gradients. Le plus, on va dire le plus précis, le plus pointu, c'est DBE, Dynamic Background Extraction, où vous allez venir fixer des points de référence sur votre image pour retirer le gradient très finement. Voilà, alors, les points de référence, faut pas qu'il y ait d'étoiles, faut pas qu'il y ait d'objets, c'est vraiment du fond de ciel, mais vous allez pouvoir placer vos points très très précisément et comme vous voulez pour gérer du gradient. Et vous avez aussi l'autre process qui s'appelle ABE, donc Automatic Background Extractor, qui lui va venir poser lui-même les points de référence en fonction des paramètres que vous lui donnez, et puis faire un retrait de gradient simple et rapide sur l'image. Au stade où on en est là, à mon sens, c'est pas utile de faire un DBE sur chaque image. D'une part, parce que si vous avez, comme moi, là, vous avez fait votre image sur plusieurs sessions, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir rentrer un modèle qui va valoir pour toutes les images. Il va falloir refaire le modèle, pas image par image, mais selon que au moins sur chacune des sessions différentes, parce que le cadrage aura bougé. Et il faudra refaire ça pour le RGB, pour le R, G, B, H alpha, L, etc. Donc ça va être long, ça va être pénible à faire, pour un gain qui sera pas forcément très clair. Donc sauf à avoir des gradients extrêmement complexes, à ce stade-là, le plus simple, c'est de recourir au process ABE. Alors il faut d'abord qu'on ouvre un image container, donc vous faites un clic droit sur le bureau, et vous pouvez sélectionner image container. Ça c'est, on va venir mettre toutes nos images. Donc là ici, ils sont donc avec le poste CC, Cosmétique Correction, donc là elles sont passées par la correction cosmétique, donc c'est bien ces images-là qu'on va chercher à traiter. Là c'est les L. Hop, je crée mon petit icône ici. Donc là, cette icône-là, c'est le container avec toutes mes images de L et en correction cosmétique. Voilà. Donc moi, en ce qui concerne le prêt-traitement, je vous recommande vraiment de passer par ABE, qui va permettre quelque chose d'automatisé, de très rapide et de simple, parce qu'à ce stade-là du pré-traitement de l'image, on cherche à appliquer des retraits de gradient les plus simples possibles pour pas justement surcorriger, sous-corriger et de créer plus de problèmes que ça va en résoudre par rapport au retrait de gradient une fois l'image empilée. Donc sur les caractéristiques par défaut, de la taille des échantillons, de la déviation par rapport au sigma, etc., laissé par défaut pour un premier essai. Si vraiment ça marche pas, il va falloir les modifier, mais là, il faut rentrer un petit peu dans le détail, et je vous recommande dans ce cas-là d'aller voir l'article sur le site où c'est expliqué, et où vous aurez toutes les infos nécessaires. À ce stade-là, on va plutôt s'intéresser au function degree et au target image correction. Alors, pour faire ça, je vais quand même rouvrir une image au hasard. Voilà, donc celle-là, parce qu'on va quand même faire un essai avant sur une image pour vérifier que ça donne bien des bons résultats. À ce stade-là, l'idée c'est de faire des retraits de gradients simples. Plus vous montez function degree, plus ça va modéliser des modèles de gradients qui sont complexes. Donc là, avec 1 degré, on est sur quelque chose de vraiment de linéaire, ça va être que des gradients linéaires. Si on monte à 2, ça va être des gradients circulaires, et puis ensuite 3 à 4, ça va être des gradients avec différentes zones lumineuses, avec quelque chose qui sera circulaire, mais avec plusieurs pôles différents sur l'image. Et à ce stade-là, c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut commencer très simple, en général fait les function degree à ce stade-là de 1, et on va faire une correction, donc soustraction. Et on va venir l'appliquer sur l'image pour voir ce que ça donne. Donc comme on est en 1, on va avoir un gradient qui est modélisé de manière linéaire. Donc là, on voit que le retrait de gradient se fait un peu plus clair là sur la gauche de l'image qu'à droite. Et sur notre image corrigée, ça je vais le réduire pour l'instant. Et sur notre image corrigée, on voit qu'effectivement, c'est globalement quand même un petit peu mieux, c'est plus homogène. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait un retrait de gradient à 2 ? Cette image-là en particulier, je pense que ça va pas changer grand-chose. Donc là, on est monté à 2, donc on est sur des gradients circulaires. Toujours vérifier qu'on n'a pas un gradient qui est centré sur l'objet, parce que le process peut dans certains cas avoir tendance à considérer que c'est l'objet-là qui est le centre du gradient, et qu'ailleurs c'est plus sombre, mais si c'est pas centré sur l'objet, en général c'est bon. Là c'est pas le cas, on voit que c'est pas lié aux objets qui sont présents sur l'image. Et on a une image ici qui est bien corrigée aussi. Donc on peut se permettre de faire du gradient 1 ou 2, pas de préférence. Moi personnellement je suis plutôt partisan de faire les retraits de gradient les plus simples à cette étape-là
du traitement, mais si ça donne de bons résultats avec 2, on va laisser à 2. Donc, et passer en mode soustraction. Et maintenant qu'on a fait notre essai, qu'on a vérifié que ça fonctionnait bien sur une image, on va venir prendre le petit triangle là et l'appliquer sur notre image container. Donc ça va appliquer ces mêmes paramètres et ces mêmes corrections de gradient à toutes les images, mais sauf que ça va bien modéliser le gradient indépendamment pour chacune des images. Et ça va lui appliquer un retrait de gradient spécifique. Et au final, on va se retrouver avec une série d'images qui auront des gradients différents qui ont été modélisés, mais qui seront toutes corrigées de ces gradients. Voilà, donc le process là vient de va traiter toutes les images. Donc pour chacune des images, j'ai une modélisation de gradient spécifique et un retrait de gradient spécifique sur chacune des images. On peut reprendre comme ça pour montrer, voilà. On voit que c'est pas le même gradient entre cette image-là et l'image d'avant, c'était plus obscurci ici, voilà, donc ça a traité chacune des images spécifiquement avec un retrait de gradient spécifique. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh ben on peut le faire aussi pour toutes les images RGB et H-alpha, mais toute la série de filtres que vous avez utilisés, avant de passer à l'étape suivante. Donc là, je ferme toutes les fenêtres, je peux me débarrasser de mon container, qui ne me servira plus. Et je vais passer maintenant à l'étape de pondération de mes images. Par défaut, quand on utilise une solution automatisée, alors il y a certains où on peut régler les paramètres, mais l'avantage de le faire à la main, c'est qu'on va vraiment pouvoir personnaliser la sélection d'images qu'on veut utiliser, celles qu'on veut conserver, celles qu'on veut rejeter, et parmi celles qu'on veut conserver, quel poids on va leur attribuer dans l'image finale, en fonction de plusieurs paramètres. Et pour ça, on va utiliser le process Subframe Selector, alors qui s'ouvre sous 3 fenêtres différentes. Donc vous avez une fenêtre où vous allez sélectionner vos images, régler un petit peu les paramètres, une fenêtre où ça va vous afficher les statistiques qui sont calculées pour chacune des images, et puis une fenêtre où vous pouvez rentrer des formules un petit peu à la Pixelmath pour les images qui doivent remplir certaines conditions pour être approuvées, donc rentrer dans être prise en compte dans l'image finale, et la pondération, donc le poids que vous allez attribuer à chacune des images selon certains paramètres. La première, c'est celle où vous allez venir mettre les images. Donc là, on va prendre nos images qui ont eu la correction cosmétique et le retrait de gradient. Donc celles-là, c'est toutes des images pré-traitées. On peut régler ici les paramètres de combien d'arcs secondes par pixel, donc l'échantillonnage de la caméra. Sur cette caméra-là, je dois être autour de 2. Et le gain d'électrons, je ne le connais plus, mais c'est pas très grave, parce qu'en réalité, vous n'êtes même pas obligé de toucher à ces paramètres-là, ça vous donnera juste des valeurs relatives entre vos images, et pas des valeurs absolues. Donc là, je sais que pour l'échantillonnage, j'aurai des valeurs de FWHM, donc de finesse des étoiles, qui seront bonnes. Pour le gain de la caméra, ça sera pas bon, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, là, on cherche à comparer les images entre elles, et pas les images dans l'absolu. On va venir du coup appliquer le process, donc ça va nous sortir les résultats dans cette fenêtre-là, measurement, et dans expression, on la garde de côté pour l'instant, on n'en a pas besoin, on va s'en servir après. Donc je viens appliquer ce process, ça va me calculer différentes stats pour chacune des images, et donc je vais pouvoir les comparer ensuite dans ce tableau. Voilà, donc les calculs sont faits, on va agrandir cette fenêtre là. On voit, alors là, après, vous pouvez aller regarder différentes choses de vos images. Les paramètres vraiment intéressants, ça va être le FWHM, donc qui est la finesse des étoiles. Plus c'est haut, moins c'est bon. Plus vous avez des étoiles qui sont grosses. Donc si je prends par exemple cette image-là, c'est la 5e, je peux venir la chercher, c'est une des meilleures images en termes de finesse d'étoiles. Au contraire, la 32, ici, je viens l'ouvrir. Ah, j'ai des étoiles qui sont pas très belles en comparaison. On voit d'ailleurs qu'il y a moins d'étoiles sur celle-là hein, que sur la première. C'est pas la seule valeur qui peut nous intéresser, on peut s'intéresser au rapport signal sur bruit. Là, c'est l'inverse, plus c'est haut, mieux c'est.
en sachant que parfois vous avez quelques valeurs extrêmes qui peuvent être à vérifier parce qu'il peut y avoir des choses qui sont mal prises en compte, on va dire, qui faussent un petit peu les résultats. Voilà, notamment ici, on voit que on pourrait se dire: «Ah, celle-là a un super rapport ciel sur oui». Ouais, c'est qu'il y avait de la brume qui est arrivée et du coup, j'ai des gros halos, sur mon image. Donc j'ai un fond de ciel qui est plus homogène, hein, c'est sûr, et puis j'ai les étoiles qui sortent bien, mais c'est juste les plus grosses. Donc cette image, par exemple, qui a un très fort, SNR, et ben, voilà, faut quand même aller vérifier avant que ça correspond pas à des images qui ont des défauts manifestes. Quand ça s'écarte comme ça radicalement de la série d'images, on peut se dire qu'il y a a priori un petit souci, hein, sur le une mesure qui est intéressante pour aller faire notre sélection d'images, c'est le nombre d'étoiles qui est présent sur l'image. On voit qu'en début de nuit, première pause, c'est globalement, pas mal, ça redescend un petit peu, ça remonte, ouais, le ciel ne devait pas être très homogène et ça chute fortement sur les dernières pauses en fin de nuit. Donc si je prends la meilleure ici, la 25, je vais l'ouvrir pour, regarder ce que ça regarder ce que ça donne. Voilà, là je vois que j'ai pas de halo, le ciel est bien transparent, j'ai pas mal d'étoiles. Au contraire, si je vais chercher la 40e, déjà on voit qu'elle est plus lumineuse avant de mettre le. Bon, j'ai des gros halos, là on voit que le ciel est pas beau et que j'ai beaucoup moins d'étoiles que sur. Alors là, l'image a été inversée, hein, par rapport au. On va lui faire un petit 80 degrés pour être sûr de voir bien la même chose sur les deux images. On voit qu'il n'y a pas photo, hein, entre les deux images, effectivement, et on voit il y a beaucoup moins d'étoiles sur celle-là. Le ciel est voilé, où il commençait à faire un peu jour. Ça a été pris à quelle heure ça a été pris, mais ça doit être peut-être en fin de nuit. En tout cas, on voit que c'est pas bon. Et avec toutes alors on pourrait aussi s'intéresser à l'excentricité des étoiles. On voit qu'il y en a certaines qui sont très mauvaises. Alors pourquoi la 34 est très mauvaise, par exemple? On peut regarder si est-ce que c'est choquant ou pas, et peut-être des petits défauts de suivi sur certaines images. On voit que là, il a dû y avoir un petit défaut de suivi. Les étoiles sont pas bien rondes, un petit peu, elles sont un peu étirées. Donc par rapport au reste, on voit que c'est pas dans la, on voit que c'est pas cohérent avec le reste des images. Euh, la première étape à ce niveau-là, ça va être déjà de faire une sélection automatique de nos images. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On a plusieurs méthodes, mais une qui donne de bons résultats, déjà, si on veut faire le tri sur une série de brutes comme celle-là où il y a du bon et du moins bon, ça va être de sélectionner par rapport au nombre d'étoiles qui sont affichées. Le nombre d'étoiles qui est affiché, c'est un bon référentiel de la qualité de l'image. Là, on voit que, par exemple, c'est dans celle-là ici, la 31. Je vais regarder la 31. Toujours aller regarder quand même ce que donnent les images. On voit que même avant de faire le STF, c'est tout laiteux. Donc ça, c'est un fond de ciel tout laiteux. Le ciel, ça a dû commencer vraiment à se couvrir à partir de ce moment-là. Donc il y a une bonne série là des images qui vont devoir dégager. Et il faut trouver par exemple, si je prends la 17e ici, qui est un petit peu baissée par rapport au meilleur, mais voilà, on voit tout de suite la différence. Quand même déjà nettement mieux, et ça c'est acceptable, on va pouvoir l'intégrer dans la. Donc on peut se dire qu'en dessous de 800, ici c'est 800 étoiles, alors la 36 là est pile à 813. Ça nous permet de voir est-ce que celle-là on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas. On voit déjà qu'on n'est pas sur le même niveau de qualité, mais bon, on n'est pas sur un ciel très laiteux où il y a des halos, il y a quand même pas mal d'étoiles. On peut la garder. On peut la garder. Par contre, on va se dire qu'en dessous de. Alors du coup, peut-être en dessous de 800, on va pas accepter les images qui ont au moins de 800 étoiles. Il y aura trop de différence avec le. Là ici, les bandes foncées vous donnent les écarts de sigma un petit peu type. Et on voit qu'on s'écarte là, on est déjà à 2, on est au-delà d'un sigma. Donc là ici, on va rentrer une formule qui va nous permettre d'accepter uniquement les images qui comptent plus de 800 étoiles. Donc on utilise les mots-clés, hein, qui sont ici. Hein. Donc là, ça sera la formule stars supérieure à 800. Et si on l'applique, on voit que automatiquement, voilà, il nous a fait la sélection. Toutes ces images-là, déjà, sont exclues des images qu'on va empiler derrière. Et ensuite, c'est bien de pouvoir justement bénéficier de cette liberté qu'on a au pré-traitement pour aller faire inclure une formule
de pondération des images. La formule de pondération des images, on peut tenir compte à la fois du SNR, du rapport signal sur bruit, on peut tenir compte du nombre d'étoiles, de l'excentricité, de la FWHM, de tous les paramètres qui nous intéressent en fait, qu'on veut et qui sont pertinents au regard des images qu'on traite. Alors moi j'ai une formule un petit peu type que vous pouvez retrouver sur le site. Je donne plusieurs exemples différents de formules qui peuvent exister. Il y en a pas mal qu'on peut trouver sur internet. Vous pouvez aussi prendre le temps voilà, de réfléchir à votre propre formule en fonction de vos contraintes, de votre matériel, des images que vous faites. Donc là, j'ai copié la formule. La formule, je peux vous la montrer, elle est sur le site. Encore une fois, il y a plusieurs manières de faire, hein. Je prétends pas que la formule que je vous donne là, c'est la formule miracle pour faire la pondération de vos images. Moi, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps. C'est celle-là. Donc ça fait intervenir différents paramètres qui sont la FWHM, donc la finesse des étoiles. Donc là, plus la finesse des étoiles va être bonne par rapport à la FWHM médiane, plus ça va donner un poids supérieur à l'image. Pareil pour l'excentricité. Si l'excentricité ici, elle est plus faible que la médiane, eh ben, ça va venir renforcer le coefficient de pondération de l'image. Et enfin, je fais intervenir le rapport signal sur bruit, donc SNR weight de l'image. Et là, c'est donc l'inverse. La médiane divise parce qu'on veut que tout ce qui est une plus grande valeur que la médiane soit plus pris en considération. Et comme je veux donner plus de poids à ce paramètre de SNR par rapport à l'excentricité et par rapport à la finesse des étoiles, et ben je le mets au carré. Donc dans PixInsight, quand on ne peut pas faire de carré, ça implique de répéter, de doubler l'opération, comme on peut le voir sur la formule qui est ici. Donc ça va intervenir la FWHM, l'excentricité et le rapport signal sur bruit, donc SNR weight, SNR weight, donc au carré, divisé par le SNR weight médian au carré. Voilà. Donc là, j'ai collé ma petite formule, je viens l'appliquer, ça me calcule un poids différent pour chaque image. On a fait une sélection automatique avec April sur l'ample d'étoiles, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit souci avec le SNR, c'est que les images certaines images qui ont un très bon SNR, elles sont impactées c'est provoqué par la présence de halos et du voile d'altitude. Ça crée des halos et ça fait des images qui sont mauvaises et qu'on va pas vouloir intégrer. Donc là, en plus de cette sélection automatique, on va venir faire une petite sélection manuelle. Donc voilà, cliquer sur les images qui nous intéressent pas et on a repéré qu'avec cette valeur de SNR, on pouvait venir assez facilement repérer les images qui sont pas bonnes. Celle-là aussi est retirée. Dans la série, ensuite, on passe on va vérifier, on peut prendre le temps de vérifier les images. On pourrait le faire une par une, hein. Là, cette image-là est pas bonne non plus. Alors, c'est lié vraiment à un passage dans la soirée, hein. On voit que il y a eu avoir un passage de nuages qui a fortement là, altéré la qualité. On voit qu'à partir de celle-là, ça redevient bon. Et on va remonter du coup sur celle-là pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres halos. Il y a encore des halos. Voilà, la 6. Alors, on continue, hein. On va prendre la 5. Toujours des halos. On supprime. La 4. Encore pire. On la supprime aussi à la main. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'était pas très bon en début de nuit, hein, sur cette série-là. La 3 non plus. La 2. Non. C'est toujours mauvais. La 1. On aura plus de chance avec la 1. Ouais, la 1 ça va. Donc la 1 on la laisse. Donc on va fermer nos images là. On a fait à la fois une sélection automatique avec le paramètre stars. On pourrait rajouter une sélection automatique avec d'autres paramètres, sauf que c'est parfois un petit peu compliqué d'automatiser les paramètres. Avec stars, ça marche assez bien.
Le bruit, parfois on voit que ça peut être altéré avec, la présence de nuages, avec des conditions différentes, il peut y avoir des petites erreurs de suivi. Alors après si pour l'excentricité, ça peut indiquer certaines erreurs de suivi et cetera. Les étoiles, c'est assez objectif, hein, c'est si d'un seul coup ça chute, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'aube se lève, qu'il y a des nuages qui passent, quelque chose, mais c'est pas normal. Donc là, on a fait une sélection de nos différentes images. On voit qu'on en a supprimé quand même pas mal, hein, parce qu'on en avait, un peu plus de 40 au départ et on va se retrouver avec une bonne vingtaine d'images, mais sans plus, quoi. On leur applique donc le coefficient, le calcul du coefficient et on peut, ici venir afficher par ordre descendant ou les images. Donc on voit que l'image avec le plus fort, avec le meilleur coefficient, c'est celle-là, 1,35 et l'image avec le moins bon coefficient, dans celles qui sont retenues, c'est celle-là, 0,73. Voilà, donc on a un rapport de 1 à 2, du simple au doux pour le poids, des images. Après ça fait partie aussi des choses que vous pouvez personnaliser et des critères que vous pouvez, raffiner, j'explique comment aussi sur le site, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Mais pour que vous avez certaines formules qui vous donneront des écarts qui sont plus importantes que de 1 à 2, voire des écarts qui vont de 1 à 10, on peut imaginer. Après, si vous êtes obligé de trouver des formules où vous avez des écarts très très importants entre les images, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire en amont sur la sélection pour garder des images qui sont cohérentes entre elles et où il n'y a pas besoin forcément d'attribuer des poids extrêmement variables de l'une à l'autre. Donc une fois qu'on a fait un peu le tri dans nos images, qu'on a trouvé les bons paramètres, eh ben, on va venir retourner dans la fenêtre Subframe Sélection et on va pas se mettre en mesure d'image, mais en Output Subframe, donc les sorties d'images. On va lui indiquer un mot-clé qui va être enregistré comme mot-clé fits dans les images. Donc là, moi, je l'appelle coef, hein, pour coefficient. Et on va venir cliquer ici pour l'appliquer sur toutes les images. Donc là, c'est très rapide, c'est juste que dans chaque image, donc ça exclut celle qu'on a dégagée, et dans toutes les images qu'on a retenues, ça a intégré en mot-clé le coefficient de pondération qu'on a obtenu avec notre formule. Une fois qu'on est là, on peut sortir de tout ça. Donc là, on va quand même venir vérifier qu'on n'a pas de gros défauts manifestes dans les images qu'on a sélectionnées. On peut les rouvrir une par une. On peut se permettre de faire à cette étape-là un petit tri manuel, j'allais dire, des images. On voit déjà qu'en les ouvrant, elles n'ont pas toutes le même niveau de fonciel, hein. Il y en a qui sont clairement meilleures que d'autres. Et ça, c'est pris en compte justement par c'est censé être pris en compte par la pondération des images. Donc, celle-là, par exemple, on voit qu'il y a vraiment, et là, il y a eu un défaut de suivi. Toutes les étoiles sont dédoublées, là, sur celle-là. Sur celle-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui est pas bon. Et pour autant, ça se voit pas sur la galaxie, mais voilà, là, on voit que toutes les images ont été dédoublées. Donc là, 2022, 5, 6, 5, 1, 40, 5, 1, 42. Je vais venir la supprimer. 6, 1, 42, hop, celle-là, elle dégage à la main de ma série d'images. Les autres ont plutôt l'air bonnes. C'est pour ça que ça vaut le coup quand même de vérifier. Alors après, si vous avez 300 ou 400 images, bon, c'est un petit peu fastidieux, hein, mais ça coûte rien de passer quelques minutes pour juste revérifier qu'il n'y a pas des images aberrantes qui traînent à l'issue de la sélection. Juste un petit coup de STF, on se rend compte quand même rapidement de ce qu'il en est. Voilà, donc là, je vais passer en revue mes images. Bon, il y en a certaines qui sont clairement meilleures que d'autres. Il y en a qui ont des traits de satellite, d'autres non. C'est comme ça. Donc là, on vient de finir l'étape de pondération des images. On va quand même juste rouvrir Supreme Selector et remettre dedans les images qu'on a sélectionnées. Voilà. Donc là, où ont été dégagées les images soit automatiquement avec les expressions ici dans Approval, soit à la main comme on a fait derrière avec le contrôle manuel. Il ne reste plus que les images que vraiment on va intégrer dans l'empilement. Je vais remettre juste là la formule de pondération, mais je vais pas repondérer les images, hein. C'est juste parce que je veux venir rechercher
mes images de référence qui vont me servir soit pour l'alignement, soit si on le fait, c'est un peu optionnel, mais pour la locale normalisation. Donc là, je vois que je vais les classer je vais classer ici par poids descendant. Donc je vois ici que ma meilleure image, a priori, c'est la numéro 20. C'est pour ça que j'aurais introduit la formule dedans, hein. C'est pour bien qu'il me refasse qu'il me remette le même poids aux images que ce qu'il a pu faire avant. Alors, celle-là, elle est bien. Elle a peut-être un bon rapport ciel sur et tout, mais par contre, j'ai 2 traînées de satellites dessus. C'est pas génial. Je vais plutôt prendre celle d'après, qui a des traînées de satellites aussi. Un coin très fréquenté du ciel, a priori. La troisième, c'est la 17. La 17, elle est ici. Voilà, ça reste, c'est pas la mieux, mais ça reste très acceptable pour ce qu'il y en a. Donc je vais garder celle-là ouverte, juste pour avoir le nom, le bon nom de référence de l'image qui va me servir de référence derrière. Alors si je pourrais aussi prendre avec la FWHM et faire en ascendant, comme ça je saurais laquelle en termes d'étoiles est la mieux, et je vais rester sur juste l'image qui globalement est la meilleure pour faire l'empilement et la normalisation. Donc on peut lancer la procédure d'empilement pour notre image de référence. J'ai le nom ici que je vais aller rechercher, donc 2022, 5, 6, 4, 30, 25. J'ai les noms de fichiers un petit peu pénibles. Voilà, donc cette image-là, ça sera mon image de référence. Et je vais venir ajouter toutes mes images avec le petit post SS, donc subframe sélection, et celles qui ont un poids qui leur a été attribué. Donc là, qu'il me reste que 22. C'est pas génial, mais on va faire avec. Ici, alors ça dépend si vous aimez traiter vos images en drizzle. Moi, j'aime bien faire le traitement ensuite avec des images drizzle, donc agrandies 2 fois. Alors 2 fois quand on est en bin 1, 4 fois quand si on fait les acquisitions en bin 2, hein, pour retrouver quelque chose de cohérent entre les images au final. Si vous voulez traiter derrière en drizzle, il va falloir cocher cette case Generate Drizzle Data. Et ensuite, eh ben, normalement, avec les paramètres par défaut, c'est tout bon. Si les images n'arrivent pas à s'aligner, c'est qu'il va falloir jouer sur les seuils de détection ici des étoiles, ou sur la tolérance et les itérations des algorithmes de recherche, ou sur les modes même de description. Patagon par défaut c'est bien, après si on peut cocher autre chose. Si vos images ont des différences d'échelle, pareil, il va falloir cocher ici et venir monter ça au maximum. Bon, sur ces images-là, je pense que c'est fait avec la même caméra, il n'y a pas de différence de taille, donc on va les activer, mais voilà, ça peut servir. Notamment si c'est fait avec 2 caméras différentes. Et vous avez plus de détails sur le site, hein, pour le réglage des options, encore une fois là-dessus. Et donc, on vient lancer le process d'alignement. Voilà, le process d'alignement est terminé, donc on vérifie, hein, 22 réussi, 0 skip, 0 échec, donc c'est bon, nos 22 images sont bien alignées. C'est finalement assez simple. À cette étape-là, on a le choix de faire ce qu'on appelle de la locale normalisation, c'est la normalisation du fond de ciel et l'image sur la base d'une image de référence qui est, comme on l'a vu, là c'est la meilleure de la série. Il y a des cas dans lesquels ça se justifie, d'autres dans lesquels ça se justifie pas du tout. C'est pas une opération qui est à intégrer de manière automatique dans votre process de pré-traitement. Ça doit vraiment se juger au cas par cas. À quoi ça sert la local normalisation? Ça va servir à venir harmoniser, je simplifie, mais c'est un peu ça, ça va servir à venir harmoniser vos images entre elles, sur le fond de ciel, la luminosité, etc. Et il y a des cas dans lesquels, comme je disais, ça se justifie, notamment si vous avez des défauts assez manifestes sur certaines de vos images, des halos, des passages de nuages. Tout à l'heure, il se trouve que les passages, tout ce qui correspondait à des passages nuageux, je les ai exclus parce que vraiment ça cassait complètement la cohérence de la série d'images, mais j'en ai retenu quand même certaines qui sont un peu moins bonnes que d'autres, avec peut-être un petit peu plus de haut d'altitude, quand même des étoiles un petit peu plus grosses. Donc ça peut avoir un intérêt sur cette série d'images de faire de la locale normalisation. Ça va rattraper les petits défauts, ou voire parfois certains gros défauts de certaines images. Ça, je vous renvoie sur le site pour vraiment avoir quelques exemples d'images sur lesquelles ça peut donner des résultats tout à fait spectaculaires
pour rattraper, mais si vous avez une grosse série d'images et que vous pouvez vous permettre de faire le tri, c'est toujours mieux de faire le tri que d'aller essayer de rattraper des images qui sont un peu moins bonnes. Cela étant, on va le faire aussi pour ce tuto parce que ça peut être intéressant de montrer comment on fait, puis on comparera si on a gagné quelque chose avec la locale normalisation ou pas sur cette série. Donc il y a un process dédié qui s'appelle dans PixInsight, local normalisation. Donc dans mon image de référence, bah, je vais aller récupérer encore, comme tout à l'heure, mon image de référence, mais cette fois alignée, puisque là maintenant il s'agit d'aller corriger des défauts aux mêmes endroits sur chacune des images, donc il faut bien le faire sur les images qui sont alignées. Voilà, donc je prends mon image de référence. Ici, je n'ai pas vraiment besoin de m'intéresser aux problèmes d'échelle, je vous renvoie sur le site là encore pour aller vraiment sur des détails sur cette opération-là qui est quand même assez facultative. Au final, moi, je l'utilise assez peu faut vraiment que ce soit des images qui s'y prêtent. Typiquement, là, si c'était pas le tuto sur cette image-là, je le ferais pas, parce que je pense que ça se justifie pas. Il y a des images sur lesquelles c'est plus adapté. Donc je reviens pas sur les paramètres, ça je vous laisse aller voir sur le site pour avoir vraiment des détails là-dessus. Et je vais venir sélectionner toutes mes images. Et donc toutes ces images vont être corrigées, entre guillemets. En tout cas, il va y avoir une opération de normalisation locale en fonction de l'échelle qu'on définit ici. Moi, je la laisse par défaut. Et on lance le process. Voilà, donc là, le process est appliqué. 22 images, tout va bien. On peut fermer ça. Et maintenant, on va procéder à l'une des dernières étapes qui est l'empilement des images. Alors, vous avez plusieurs possibilités d'empiler vos images, notamment en jouant sur les paramètres ici de réjection pour l'algorithme. Selon que vous avez des images qui sont fortement altérées ou affectées par du gradient, vous n'allez pas forcément retenir la même, voilà, ça sera plutôt un Winsorized Sigma Clipping par défaut, mais sinon vous pouvez avoir du linear clipping, c'est plutôt adapté pour si vos images sont vraiment du gradient. Mais normalement, à ce stade-là, on a vu que le gradient, on commence à s'en occuper sur les images unitaires. Normalement, il y en a plus beaucoup. Donc, par défaut, souvent, ça sera cet algorithme-là qui va être utilisé. Alors, on va venir mettre toutes nos images donc, qui sont bien calibrées, correction cosmétique, subframe selector et R pour registered, donc aligné. Attention de bien prendre la bonne série d'images. Et on en a toujours 22, tout va bien. Je vais venir ajouter maintenant ici les fichiers de Drizzle que j'ai générés plus tôt lors de l'alignement. Et je vais ajouter aussi mes fichiers de locale normalisation qu'on vient de générer. Dans la combinaison, je n'ai pas grand chose à modifier, sauf que ici, weights, donc le poids de chaque image, qui par défaut est sur SNR, donc le rapport SNR sur weight d'image, je vais le changer pour venir indiquer mon mot-clé que j'ai défini lors de la pondération, qui était coef. Dans la réjection, bon bah, pas grand chose à en dire, on peut laisser les paramètres par défaut. Là, sur le sigma low et le sigma high, il va peut-être y avoir des modifications à faire selon que ça élimine suffisamment les traînées de satellite ou pas. Donc on va lancer avec les paramètres là par défaut et voir ce que ça donne. En général, là, c'est une étape qui est assez rapide. Vous pouvez vous permettre de faire quelques essais pour vraiment arriver à un résultat qui vous plaît. Donc là, on a toujours 3 images qui sont générées. Donc ça, c'est la réjection des valeurs hautes. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de traînées de satellites qui ont disparu au passage. Voilà. Et valeurs basses, on voit que le cadrage a dû bouger entre la première et la dernière pause. Et donc on a une image en sortie qui est là, où on voit qu'il y a quand même encore du gradient, mais ça n'a pas l'air très compliqué à modéliser. En gros, c'est cette zone-là qui est plus sombre, et là c'est plus clair. Il y a quelques traînées de satellites qui restent encore présentes. Donc, s'il y a des traînées de satellites qui sont présentes, le sigma high, on va venir le baisser. On va le mettre à 4,5. Allez. Et on va répéter l'opération, voir s'il y a une différence vraiment importante avec les premiers paramètres. Voilà, donc là j'ai de nouveau mes 3 images. Je peux fermer rapidement les 2 premières, elles ne nous intéressent pas vraiment. Et je peux bien comparer mes 2 images ici. Alors, qu'est-ce que je vois sur les images ici? C'est que les traînées de satellites sont un peu moins visibles
elles sont malgré tout toujours là. Je vais faire un essai, hein, je peux même venir baisser ça, mettons à 3. Valeur de cinéma tout à fait acceptable. Je peux fermer toujours ces 2 images-là. Et là, je vois que par rapport à ma première image, là où j'avais encore des traînées de satellites qui étaient bien visibles, ça a été bien, ça a été bien atténué là en montant un peu les paramètres. Il y a des choses là qui seront aussi accropées ici et tout, mais ça a l'air quand même relativement propre. Je vais juste fermer celle-là et on va faire un essai pour la comparaison où on va pas faire de local normalisation. Donc je vais enlever les fichiers clear local normalisation et je vais revenir à un paramètre par défaut additif plus scaling pour ma local normalisation. Et je laisse par contre mes coef d'image tels quels, inchangés. Voilà, donc ça me sort toujours les mêmes fichiers, hein. Pixel show, 3, pas pixel point. Valeur, on va dire, pas assez haute par rapport au. Alors là, le fait d'avoir enlevé la normalisation, parce que comme j'ai fait la normalisation, la locale normalisation par rapport à mon image de référence, qui est l'image que j'ai utilisée pour l'alignement des images, ça avait permis de corriger pas mal, un petit peu, hein, pas tout, hein, mais ici par exemple, là ça avait un petit peu, on voit que ça avait un peu corrigé, là c'est plus flagrant sur la bande de droite qui était bien corrigée, et là on voit que c'est que ça n'a pas été corrigé du tout là sur cette image-là, c'est empilé tel quel, et du coup on se retrouve avec une image qu'on aura plus croppée au final que celle-là, où on peut se permettre sans doute de garder ici en croppant un petit peu au-dessus. Sur la qualité d'image en elle-même, j'ai pas le sentiment que la locale normalisation nous ait permis de gagner beaucoup de choses. Les étoiles sont un petit peu plus fines, le fond de ciel est un petit peu plus, les étoiles sont un petit peu plus fines là sur la version locale normalisation, le fond de ciel est un petit peu moins homogène, mais est-ce qu'il est un petit peu moins homogène parce qu'on a gommé certains aspects, ou est-ce qu'il est un peu moins homogène parce que sur cette image-là, du coup, sans normalisation, et ben, ça a un petit peu moyenné l'ensemble. Ça, c'est pas dit. Surtout que sur cette galaxie-là, il y a des extensions, il y a des choses qui peuvent être mises en évidence au niveau des boucles ici sous la galaxie, donc c'est normal qu'il y ait un fond de ciel qui soit pas forcément très homogène. Donc cette image-là, je peux la fermer. Je vais garder la version avec la locale normalisation. Et c'est donc du coup mon image finale pré-traitée, c'est celle-là. Je vais la sauvegarder. Et la dernière étape qu'il me reste à faire maintenant, du coup, c'est de venir faire le drizzle. Dans le drizzle, je vais venir récupérer tous mes fichiers drizzle. Et comme j'ai fait également la locale normalisation, je vais récupérer mes fichiers de locale normalisation ici. Je suis en binning 1, donc résolution native de la caméra sur cette image, et je vais la monter en binning 2. Ce qui impliquera plus tard, pour mes images que j'avais fait en binning 2 en RGB, qu'il faudra que je leur mette au stade du binning une échelle 4, pour les ramener à la même échelle que l'image réalisée en binning 1 et que je drizzle x2. Les autres options, je ne vais pas y toucher, je peux lancer ça. Ça, c'est un process qui est un petit peu plus long que les autres, donc on va couper et on se retrouve quand tout est fini. Voilà, donc là, le drizzle est terminé. Je peux dégager cette image-là qui me surtout les coefficients qui ont été appliqués, mais qui n'a pas grande utilité. Et je me retrouve avec mon image drizzle, donc là, on voit que la taille a été doublée, hein, 1,3, 1,6 là pour celle-là. Et passage, on a gagné un petit peu sur les bandes, sur le côté, qui sont un petit peu qu'on devra de toute façon cropper, mais qui sont un petit peu meilleurs. Voilà, bah, à ce stade-là, il reste qu'à faire la même chose que tout ce qu'on vient de faire là pour les couches, les différentes couches, donc R, G, B, H alpha s'il y en a. Et puis on pourra aborder le traitement de l'image par la suite. Alors en sachant qu'il y a certaines choses pour les couches RGB qui sont, là je l'ai fait pour la luminance, mais c'est qui sont pas à faire pour les couches RGB, notamment
pouvez toujours faire la pondération pour les couches RGB, c'est toujours pas mal, les gradients aussi, la correction cosmétique, ça on peut le faire pareil. La locale normalisation, ça se justifie pas réellement pour les images RGB, sauf si vraiment vous avez des images qui sont affectées de défauts très importants et que vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas énormément d'images, vous pouvez tenter de faire une locale normalisation sur les images RGB et ça donne rarement des choses très intéressantes. Voilà, donc la dernière étape, bien sûr, c'est de sauver son image en Resolve. Voilà. Et là, on a une image de base sur laquelle on va pouvoir commencer à travailler et sur laquelle on va pouvoir appliquer les différents traitements. On verra ça au cours des prochaines vidéos. Voilà, on en a fini avec le pré-traitement complet d'une image astro. Et on va pouvoir enfin, enfin, aborder dans les prochaines vidéos les différents aspects du traitement de l'image, que ce soit en linéaire ou en non linéaire. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, salut!